Un tête-à-tête en vue entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Est-ce que les nouvelles négociations vont-elles arriver à restaurer la paix et la sécurité dans la partie orientale du pays, à peu près de 3 décennies de recherche de cette quiétude? On recule ou on avance? C'est la question que nous allons poser à notre invité qui a fait l'amitié de répondre à notre invitation pour ce nouveau numéro. À Kinshasa, la période est suspecte. Si les uns exultent, les autres rugissent contre la République par la voie prenant les armes justement pour essayer de remettre l'ordre constitutionnel en place. J'ai le réel plaisir de recevoir dans cette émission M. Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD, qui a jugé défendable de répondre à notre invitation. Merci, M. Ferdinand Kambere. Bonjour et bon début d'année, parce que c'est la première émission que nous enregistrons avec vous. Bonjour, Gédéon. Merci pour cette opportunité, encore une fois, que vous nous accordez par ce plateau. Et que, donc, bonne année, meilleurs vœux, surtout à tous les téléspectateurs qui aiment bien vous suivre. On vient de passer une année forte agitée avec les élections de 20 décembre 2023 qui ont consacré la démocratie. Est-ce que c'est votre lecture? Justement, non. Les élections annoncées comme état des élections de décembre 2020, mais qui en réalité ont pris toute une semaine. On n'a jamais vu ça. Des élections organisées par une CENI non consensuelle, avec une cour constitutionnelle aussi contestée, pas crédible, pas indépendante. Et donc, des élections organisées par une CENI, mais pour des bureaux qui ont été sous-traités aux candidats du pouvoir. Les bureaux se sont retrouvés dans leur maison, dans leur chambre. Et de leur chambre, ils ont dit envoyer donc des résultats, on l'a vu, au lieu des centres locaux de compilation qui sont prévus dans la loi électorale. Mais c'était plutôt des gens qui, en privé, organisaient leur propre vote et qu'ils envoyaient donc directement, parce que ces machines étaient certainement connectées directement avec le serveur central. Et c'est pour ça que, parce qu'il n'y a pas de crime parfait, qu'on a vu cette CENI organiser ce qu'ils ont appelé un centre là, Bossolo. Les centres Bossolo de compilation de projeter les résultats sur un tableau, sur un écran, alors que ça n'est prévu nulle part. C'est plutôt les centres locaux qui devaient fonctionner, et c'est là où on devait passer des bureaux de vote aux centres locaux de compilation, et c'est là que se consolident les résultats. Donc, vous voulez dénoncer ici une parodie d'élection organisée avec la déduction du chef de l'État. Nous l'avions déjà dit. Mais votre parti est resté quand même amorphe et semble être désarçonné ou dépassé par les événements. Vous n'avez rien fait jusqu'ici pour peut-être essayer de sauver le meuble. Ça dépend de l'angle où on se situe, pour le dire, mais aussi, au moins tout le monde, au moins ceux qui savent voir les choses objectivement, ils savent que les raïs avaient raison d'interdire à son participer d'aller cautionner cette parodie d'élection, cette forfaiture, et qu'aujourd'hui, tout le monde a compris. Donc, parce que le raïs vous a démobilisé, il a démobilisé ses propres troupes. Il n'a pas démobilisé, il a plutôt appelé à la résistance, et nous sommes dans la résistance, et les autres, tu vois, ils ne savent même plus par où commencer. Même quand ils vous disent qu'ils ont gagné les élections organisées pendant toute une semaine, qu'ils ont gagné une majorité sur 500 sièges de 480 sièges, ben, ils n'ont pas été capables de nommer un premier ministre rien qu'à la simple consultation de la majorité. Ils ont nommé plutôt une personnalité, secrétaire général de l'IDPS, comme à lui confier une mission d'information. Identifier la majorité. Vous savez que là, on est dans le contexte de l'alinéa 2 de l'article 78 de la Constitution. Ça veut dire, en réalité, lorsque Félix
peut-être encore une fois trompé par ses juristes, a choisi de désigner une personnalité pour lui désigner, pour faire une mission d'information, c'est envie de former une coalition. Et on forme une coalition quand en réalité, c'est selon l'article 78 de la Constitution. Ouais, quand en réalité, il n'y a pas de majorité parlementaire. Donc, c'est ce jour-là qu'on a vu, s'il y avait ce qui s'appelait encore majorité parlementaire, c'est maintenant que Kabounda est en train de demander à chacun, déclarez-vous que vous venez appartenir à une majorité. Non, ce que Kabounda est en train de faire, selon l'article alinéa de 78, l'article 78, c'est la formation d'une coalition. Je crains encore une fois que, comme l'Union sacrée, ce qu'il est en train de faire Kabouya ne soit pas comme l'Union sacrée, une coalition sans aucun accord. Est-ce que ceci n'est pas normal parce que à chaque législature, il faudrait quand même identifier une nouvelle majorité, même si on sait qu'elle a pu exister sous l'Union sacrée. Ça veut dire que les gens confondent. Je dirais. Quand vous allez aux élections, vous constituez des plateformes, vous avez des regroupements, vous avez des partis politiques. Vous allez déjà avec une coalition. Si cette coalition vous ramène la majorité, pourquoi il faut chercher une nouvelle? Lorsque vous savez que les défis à relever pour la population sont énormes, il faut leur faire perdre beaucoup de temps pour nommer, alors que vous avez la majorité parlementaire, pour nommer un Premier ministre, alors que la Constitution vous demande simplement de consulter celle-là et de trouver l'oiseau rare au sein de cette majorité. On ne passe qu'à la mission d'information que lorsque celle-ci n'existe pas. Et à ce moment-là, c'est pour faire ce qu'on appelle la coalition. Et la coalition, tous qui sont politologues et tous qui ont cette expérience de cette démocratie où en réalité, lorsque vous passez par la proportionnelle, il est difficile pour un parti d'avoir seule la majorité, vous passez à ce moment-là à l'étape qu'on appelle la coalition, comme ce qu'on avait comme FCC Cash. Et nous, on est en train simplement de les regarder. Et vous vous dites, nous ne sommes pas là. Non, on est en train de les regarder. Alors, ils enfoncent le pays dans une crise. Sacrée, on était dans une coalition, dans une majorité parlementaire acquise au chef de l'État. Lorsqu'on parlait de FCC Cash, l'Union sacrée. L'Union sacrée, en réalité, c'était donc en réalité le prolongement de FCC Cash. L'Union sacrée, c'était déjà aussi un fruit d'une forfaiture, d'un péché, d'une violation de la Constitution, parce qu'il n'y avait pas eu organisation de nouvelles élections. Et les FCC avaient dénoncé ça, les FCC avaient qualifié ça comme un coup de force, coup d'État constitutionnel. Et malheureusement, on a pris les goûts et on continue avec ça. Et même là où les FCC n'est pas là, quand ils sont seuls entre eux, ils continuent à faire mal à notre Constitution. C'est vrai, on voit qu'il y a des velléités, on voit déjà aller développer des idées pour dire cette constitution-là ne vaut plus la peine. Que l'on passe à la 4e République. Qu'on passe à la 4e République, mais j'espère qu'ils ont tous ces points-là. Ils savent qu'ils ont tous ces points-là. Je pense que vous voulez passer à la 4e République. Les débats peuvent toujours être les bienvenus. Le débat est bienvenu, mais il faut qu'ils sachent tout le temps la situation dans laquelle ils plongent les pays. Vous ne pouvez pas, pendant 5 ans, vous plonger un pays dans le chaos. Et là, comme bouc émissaire, c'était le FCC, c'était le Raï Joseph Kabila qui les bloquait, c'était ceci. Vous faites quelque chose en violation de la Constitution que vous appelez union sacrée. Vous allez même aux élections sans l'opposition et vous revenez avec un score imaginaire, mais pharaonique, mais à la fin, lorsqu'il faut trouver un Premier ministre, vous informez les gens que c'était illusoire, qu'il vous faut maintenant constituer une coalition. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ce que j'ai dit, ils font ça lorsqu'ils savent que le pays est à feu et à sang. Par exemple, à Beni, je ne vous apprends pas qu'à Beni, à Wicha, on a encore tué les gens.
Les cacao qui va en Ouganda tuent, alors que Félix a un accord avec Museveni pour qu'il y ait une coalition, soi-disant, de mutualisation des forces, de l'UPDF, FRDC, mais on continue à tuer les gens. Et l'Ouganda continue à en profiter, mais malheureusement, le gouvernement n'en parle pas. Aujourd'hui, on nous dit que le président est à Bruxelles. Et on les voit, on dit, qu'est-ce que tu as demandé? Il dit des sanctions contre le Rwanda. D'accord, mais quand est-ce que tu vas demander aussi des sanctions contre l'Ouganda? Donc, une insécurité qui a duré près de 30 ans, et vous voulez demander à Tshisekedi d'en finir en moins d'une année ou de 2 ans. Mais je crois qu'à ça, il faut toujours se référer à d'autres qui ont géré. Pourquoi on peut s'appeler politicien et avoir des arguments quand on est encore dans l'opposition contre ceux qui gèrent et qui proposent des solutions, que vous alliez tout le temps contre ceux qui sont proposés comme solution, mais quand vous arrivez, non, ça n'a pas commencé par moi, restez dans la souffrance, vous voyez les choses comme ça, même si l'Est, on a même suivi des discours. Bon, on le voit travailler pour des solutions. Même si l'Est partait, nos arrière-petits-fils réclameront, on est où? Donc, tout ce temps, ils ont fait l'opposition de 30 ans, sans savoir ce qui s'est passé. Ce que nous vivons aujourd'hui comme velléité de l'Ouganda et du Rwanda, ça ne s'est pas préparé qu'à l'époque de Kabila, c'était déjà des velléités qui étaient annoncées depuis longtemps. Alors pourquoi porter le chapeau aujourd'hui parce qu'il faut trouver des solutions. Mais il est sur le terrain, il cherche il se bat comme un gars dans les bénitiers pour trouver des solutions. Mais de quelle manière, justement, il faut notamment en ayant les tête-à-tête, on a parlé dans l'entrée de l'émission qu'il y a un tête-à-tête prévu entre lui et Paul Kagame sur la question sécuritaire. Est-ce que pensez-vous que c'est sur cette négociation que va se jouer l'avenir du pays en quête de la paix et de la sécurité? Tant que Félix continuera à prendre le pays comme étant son propre bien, sa propre boutique, où il croit à lui seul avoir des solutions, je crois qu'il continuera à aller de côté. La situation qu'il a trouvée, il n'a pas trouvé, que nous avons aujourd'hui, il ne l'a pas trouvée. Kabila s'était battu. La situation est bien pire que je parle du Raïs, bien pire. Je parle du Raïs Joseph Kabila Kabange, qui, lui, hérite ce pays après l'assassinat de son père. Le pays était divisé. Il y avait des chefs de guerre partout. Ces États-là, ils occupaient, c'était les 3/4 du pays qui étaient occupés. Et Kabila, il ne lui restait qu'un quart. Mais il s'est battu quand même. Il a utilisé toutes les voies, diplomatiques, militaires, sensibilisation interne pour qu'il y ait une cohésion au niveau national. Et il a obtenu ce qu'on a appelé les dialogues intercongolais de Saint-Cité. Et vous le savez qu'il s'est passé à 2 phases. Nous ne rentrons pas dans tout ça. Bien qu'on ait formé les gouvernements 1+4, qu'on ait promis, on est allé au premier cycle, mais il y avait les RCD qui avaient laissé, les CNDP là-bas, par lesquels, qui étaient des têtes de ce pont, du Rwanda et de l'Ouganda pour rester encore là. Les RCD Goma, ils passaient encore par ces CNDP pour continuer à donner un prétexte au Rwanda comme défenseur contre les FDLR et tout ça. Tout ça est passé. On est passé de là pour aller au M23. Mais le M23, comme vous le savez, avait été neutralisé, avait été défait. On parle avec l'accord justement des forces régionales justement qui sont venues en appui au pouvoir de l'époque. Et donc ce n'était pas militairement que le M23 était défait. Si. En tout cas sur le plan politique, sur le plan militaire et sur le plan diplomatique. Parce que dès lors que Kabila a obtenu la signature de l'accord cadre de paix, de sécurité et de coopération pour la région de Grand Lac, et là, celui qui était pointé, c'était Kagame et Museveni, qui ont accepté de signer de ne plus jamais soutenir des groupes armés dans les pays voisins. Ça nous concernait aussi parce que le Congo était accusé d'héberger encore des FDLR. Et cet effort-là, il a été demandé que tout ce qui sont fabriqués par marionnettes, comme marionnettes pour l'Ouganda et le Rwanda,
et qui avait été défait, que le gouvernement ait un dernier accord avec eux, un dialogue avec eux. Et ce dialogue s'est fait à Kampala, et le tout dernier, c'était à Kampala et à Nairobi. Quand vous lisez les déclarations de Kampala, de décembre 2023, que vous pouvez trouver sur les nets, parce que des gens sont en train d'inventer. Lorsque vous lisez cette déclaration du M23, il était reconnu qu'on acceptait qu'ils soient amnistiés, mais pour ceux qui sont accusés de crimes de guerre, jamais ils doivent passer devant la justice. Et il y avait une liste qui avait été établie. Alors, comment expliquer il y avait par exemple, 2013? je voudrais terminer par ça, il y avait par exemple une autre mesure, parce qu'il y avait des réformes de l'armée qui étaient entreprises, telles que tout celui qui prendrait encore des armes contre la République, contre les FARDC, ne peut plus intégrer notre armée. Mais exactement, maintenant, la question que vous voulez poser. Alors que le M23 avait déjà signé ça. Oui, comment expliquer qu'un mouvement rebelle qui a été vaincu ou défait militairement, et sur aussi le plan diplomatique, il faut le reconnaître, en 2013, vienne renaître après quelques années, c'est-à-dire en 2000. Après le départ de Kabila. C'est-à-dire, on voit l'ombre de l'homme qui a défait cette milice derrière peut-être la Renaissance. Justement, c'est là où il y a les problèmes aujourd'hui. Comment ces gens qui il y aurait des accords non respectés? Justement, c'est des révélations maintenant qu'on est en train de suivre. Dès lors que de cet accord cadre d'Addis Abeba, pour la paix, la sécurité et la coopération dans la région pour les pays de Grand Lac, et que tout était terminé, même avec les M23 qui peuvent réintégrer la vie au Congo, que tout était, il y aura un engagement de chacun, c'était aussi une déclaration de Nairobi. Mais entre-temps, après ça, il y a eu une opposition qui n'acceptait pas les schémas. Et cette opposition est aujourd'hui au pouvoir. Et cette opposition, les révélations que nous avons, ils étaient rentrés en accord contre la République avec les M23, avec le Rwanda, avec l'Ouganda. C'est des allégations que l'État a balayées d'un revers de la main. En disant quoi? Il les a balayées quoi? De sa dernière sortie médiatique. Il les a balayées comment? Il n'a jamais reconnu avoir eu des contacts, ni de non, ni de près avec cette milice. Non, c'est votre façon de comprendre, parce qu'au contraire, le fait qu'il ait accepté ce qui était dit dans les réseaux sociaux par les Willy Ngoma qui sont porte-parole, soi-disant, c'est pas moi quoi, du M23, qu'ils ont été reçus ici pendant, ils étaient invités par le pouvoir. Même il y a des écrits, leurs lettres pour les féliciter quand il a été élu, du M23, signé par les Bissi-Moala. Et puis, quand ils ont été invités, comment on voulait même envoyer, je crois par Bérand, la lettre de Bérand, qui lui plutôt était le coordonnateur des mécanismes de suivi de l'accord d'Addis Abeba, qui est devenu finalement l'avocat de ces M23, qui, s'ils sont vraiment auteurs de crimes de guerre, ils ne peuvent pas réintégrer l'armée, mais il avait sollicité que l'auditorat lève la mesure. C'est là où il y a les couacs. Pourquoi ils sont allés ressusciter les M23? C'est là, lorsqu'ils voient que ça révolte, ça scandalise tout le monde, qu'ils se disent non, nous ne pouvons pas parler avec les M23. Mais ils n'avaient pas besoin justement de revenir parce que les M23 n'existaient plus. Les M23 n'avaient plus d'arguments. La République avait déjà un mécanisme pour qu'on mette fin définitivement à cette guerre, mais c'est encore eux. Alors, lorsqu'ils sont au pouvoir, qui veulent matérialiser, vous allez réintégrer l'armée comme ça, mais c'est lorsque les experts leur montrent qu'on ne peut plus, surtout ça. Il y avait même une liste d'officiers qui ne peuvent plus réintégrer notre armée. Mais eux avaient déjà dit, on va distribuer des postes comme ça, il y aura autant de bataillons, selon ce qui se raconte. Alors, la dernière sortie, lorsque lui-même dit, bon, j'ai appris qu'ils étaient là, mais c'était mon ministre de l'Intérieur, alors qu'il y a des correspondances où il demandait l'argent. Alors, vous avez dit que donc, c'est ces flous-là. Et ces flous-là fait mal aujourd'hui. Parce que les gens continuent à mourir. On accorde à Museveni des accords. Et il y a finalement l'EAC. Et
il n'y a pas de sincérité Je voudrais qu'on insiste sur ce point-là. Vous avez tantôt dit que le M23 a été mis en déroute en 2013. Alors, c'est bien écrit, c'est bien quelle est la logique, quelle est la logique que vous défendez quand un mouvement militaire qui a été défait militairement ressuscite sous le même nom? Et vous faites porter ça à Tshisekedi. À ceux qui l'ont accepté, parce qu'ils ont négocié ensemble. Alors, comment le même mouvement renaît avec le même nom? Mais ce n'est pas moi qui distribue les noms, c'est eux-mêmes. On s'accorde à croire que le mouvement devrait disparaître tout de suite après sa mise en déroute. Celui qui attribue les noms, ce n'est pas les FCC de toute façon. Hein? C'est eux qui s'attribuent les noms et les partenaires avec qui ils ont pris ces engagements contre la République. Parce que quand vous suivez les gens du M23, ils vous disent que nous étions entrés en coalition. Si Kabila ne part pas, nous allons les chasser ensemble. Ça veut dire qu'ils allaient violer et l'accord d'Addis Abeba. Ils allaient donc permettre à ce que les M23 reprennent les armes contre la République, contre l'accord d'Addis Abeba. Et à ce moment-là, si entre eux, ils entrent en rébellion contre la République, à ce moment-là, et qu'aujourd'hui, Tshisekedi, si on les félicite aujourd'hui, c'est quand, lorsqu'il se ressaisit, il dit, je ne peux plus parler avec les M23. Mais il ne s'attache pas, il ne veut pas reconnaître que ça, c'était un travail déjà fait par le Raïs Joseph Kabila Kabange. S'il passait par là pour dire, non, non, vous, je ne peux pas parler avec vous parce que vous aviez déjà signé avec un gouvernement qui était là. Ce serait facile pour lui, mais il ne veut pas le dire. Mais tout simplement, le M23 n'a pas les mêmes revendications que vous venez d'évoquer. Moi, mais les revendications ici sont mes revendications ou sont les revendications que tout le monde... Curieusement, ils ne l'ont jamais dit. Comment tu peux dire publiquement? Comment tu peux dire ils ne l'ont jamais dit encore que les vidéos continuent à circuler? Hein? En réplique même avec son point de presse. Peut-être que vous voulez casser les réseaux sociaux partout. Dans leur communiqué de presse, vous pensez qu'il le M23 fait appel justement à la bonne gouvernance, justement pour que le pays soit amélioré. Il n'y a que ça comme revendication et pour trouver des solutions aux problèmes sécuritaires. Il n'y a que ça alors qu'ils ont pris les armes et nous avons mis... Oui, parce que même les voix dissonantes qui sont en train de venir de l'IDPS à l'interne, vous les sentez, que même à l'IDPS, les gens ne sont plus convaincus avec ni le discours, ni l'action du président de la République. Même sur des petites questions d'interprétation de la Constitution comme celle, par exemple, j'ai dit où on n'avait pas besoin de nommer une personnalité pour qu'il y ait un informateur. On n'en avait pas besoin. Et comme la petite interprétation ici où tu vois, après les élections, le Premier ministre, on attend... vers les affaires... expédier les affaires courantes. Voilà, parce qu'il a déposé, et puis vous voyez des professeurs que nous reconnaissons, à qui nous reconnaissons énormément de valeurs, mais devant le devoir d'appartenir à une famille politique où on voit tout laisser à la colline inspirée,